Pas de panique, Afriland Bank n'est pas tombée en faillite, elle n'est pas non plus nationalisée. Les assurances sont de la gouverneure de la Banque centrale du Congo, elle explique dans ce journal. Contrairement à la folle rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux après son altercation avec un sujet indien, le Congolais Matondo Maïta n'est pas mort, il est plutôt sous perfusion à l'hôpital général de référence de Ndjili. Son bourreau et lui est placé en garde à vue au parquet de grande instance de Kinshasa Ndjili. Il est arrivé aujourd'hui à Bukavu, à son entrée. Il a électrisé la ville de Bukavu quelques heures. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, est depuis hier dans l'est du pays. À l'étape de Goma, il a demandé à la population de renouveler leur confiance au président de la République en 2023. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la télévision nationale congolaise pour vous informer. Le chef de l'État est allé consoler le peuple angolais endeuillé. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était aujourd'hui en la résidence diplomatique de l'ambassadeur de l'Angola en RDC pour témoigner sa solidarité envers ce pays ami qui a perdu son ancien président José Eduardo Santos. Regardez. C'est pour témoigner sa compassion envers le peuple frère de la République voisine d'Angola que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement fait le déplacement de la résidence officielle de l'ambassadeur d'Angola dans la commune de Gombe pour signer son message de condoléances. Accueilli par l'ambassadeur Miguel D'Agosta et le personnel diplomatique, le chef de l'État s'est recueilli un temps devant la chapelle dressée dans la salle diplomatique Django après avoir signé son message dans le registre des condoléances ouvert à cette occasion. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait part de sa profonde douleur à la suite du décès, le 8 juillet dernier, de l'ancien président José Eduardo dos Santos et évoqué le souvenir inoubliable de son intervention en République démocratique du Congo. C'est avec une grande tristesse et une émotion que j'ai appris le décès de son Excellence José Eduardo dos Santos, ancien président de la République d'Angola, a écrit le président Tshisekedi, et d'ajouter « Je relève que durant sa vie, le président dos Santos Zédu, tel que l'avait affectueusement surnommé, ses compatriotes n'a ménagé aucun effort dans son engagement pour l'émergence d'une Angola forte et prospère au sein d'une Afrique affranchie. » La RDC se remémorera à jamais l'intervention décisive de son Excellence José Eduardo dans la sauvegarde de la ville de Kinshasa, alors injustement agressée par le Rwanda, a écrit le président Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, soit près de 2 décennies après ces événements, le souvenir de cet acte élogieux est d'autant plus vif au moment où la menace jadis annihilée a résurgi à l'est de notre pays, peut-on lire dans ce registre. Décédé vendredi 8 juillet dernier à 79 ans, l'ancien président Eduardo dos Santos attend d'être inhumé à une date non encore communiquée. La 62e réunion du Conseil des ministres a vécu hier en présentiel à la Cité de l'Union africaine, dirigée par le président de la République. Cette réunion du gouvernement a évoqué la situation sécuritaire et le ministre de la Défense nationale a donné l'évolution des opérations militaires dans l'est du pays. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la viabilisation de la cité urbaine de Kanluka. Faisant suite à sa descente effectuée en mai dernier au quartier Kanluka à Kinshasa, particulièrement dans la commune de Ngaliema, dans le cadre de la relance des travaux de construction du pont Lubudi, le président de la République a rappelé l'instruction faite à ses services pour diligenter une mission d'enquête auprès de la Société nationale d'électricité SNEL afin d'évaluer les causes de la non-exécution du projet d'électrification de cette partie de la capitale, en dépit de la mise à disposition du matériel prévu à cet effet, et de mobiliser tous les intervenants pour la relance du projet. Face au constat de la non-objection de l'Inspection générale de finances pour la reprise du projet en question et la validation des études d'exécution des contractants par la SNEL, plus rien ne devrait bloquer la reprise de travaux. De ces faits, la SNEL et le ministère des Ressources hydrauliques et électricité ont été chargés de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que d'ici fin août 2022,
la relance des travaux d'électrification de Kanluka soit effective. La régie des eaux est de son côté, chargée de planifier pour l'adduction d'eau potable dans cette partie de la capitale. En outre, les ministres des Infrastructures et Travaux publics, en collaboration avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, sont appelés à élaborer un plan d'aménagement a posteriori pour rendre cette cité viable. En dehors de ces cas spécifiques, qui fait écho à d'autres cas répertoriés ailleurs sur le territoire national, le gouvernement a été encouragé à poursuivre les efforts déjà engagés en vue de doter les pays d'infrastructures de base, à savoir les infrastructures de transport, de production et de fourniture d'eau, d'électricité notamment. Dans cette démarche a insisté le président de la République. Les territoires et localités défavorisées sont à prioriser. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction inquiétante des stations-service. Le président de la République a déploré les phénomènes croissants de construction des stations-service qui s'observent dans la ville-province de Kinshasa et qui gagnent progressivement l'intérieur du pays. L'implantation de ces stations-service s'est faite au mépris de risques que peuvent engendrer ces infrastructures sur l'environnement et la sécurité de la population, particulièrement leur prolifération dans les quartiers populaires résidentiels. Face à cette menace qui pèse sur la sécurité de nos compatriotes et dans le souci de prévenir des situations désastreuses, les ministres des hydrocarbures et les autres membres du gouvernement concernés par cette question ont été chargés de présenter dans un prochain conseil de ministres un état des lieux ainsi que des propositions de mesures afin de s'assurer que les opérateurs économiques évoluant dans ces secteurs respectent les normes établies et que les données irrélatives soient bien tenues. Matondo Maïta Kisaka n'est pas décédé. Ce Congolais employé dans un magasin indien à la Tchangou n'a pas succombé des coups lui administrés par son employeur indien. Il a été acheminé à l'hôpital général des références quartier 7 de Ndjili où il est pris en charge. Son bourreau, lui, a été mis en garde à vue au parquet de grande instance de Kinshasa. Ndjili Joël Kayembe, Dieu merci Kanza, rendu par Cédric Enina. Altercation qui a viré à un échange de coups de poing entre un sujet indien, employeur, et un Congolais, employé de l'expatrié. Damarama a passé sa première nuit des gardes à vue dans une cellule du parquet des grandes instances de Kinshasa-Ndjili, après avoir roué de coups son employé congolais. Les procureurs en charge du dossier présentent les faits. Les cas que nous avons eu, nous, dans notre ressort, parc des grandes instances Ndjili, pour respecter la politique du chef de l'État, qui a toujours fait voir que la République démocratique est un pays qui reçoit tout le monde. En date du 15 juillet 2022, mon office a été saisi qu'un sujet indien au nom de Dame Ram, qui est en séjour régulier, a porté des coups sur M. Matondo Maïta Kisaka, un sujet congolais, et celui-ci était tombé. Et c'est pourquoi nous avons dépêché la police qui a bien fait son travail avec certains éléments. J'ai ordonné une descente, une enquête sur le lieu. L'élément, l'inculpé Dame Ram, un sujet indien, a été appréhendé. Et à ce jour, il est au cachot du parquet de Grande Kinshasa-Ndjili. Monsieur Matondo, contrairement à toutes les rumeurs qui courent dans la ville, que Matondo a trouvé la mort. Non, non. Matondo n'est pas mort. Il est vivant. Donné pour mort, la victime serait finalement à l'hôpital et son pronostic vital ne serait pas en danger. Selon le médecin, c'est le premier substitut du procureur qui amène notre équipe pour constater ses propos et recueillir la version des faits de la victime. Un client a payé la marchandise. Je devais l'aider à transporter cette marchandise afin qu'il prenne son transport vers Bibois. L'Indien ne m'a rien reproché. Il m'a juste lancé une bouteille d'eau aux parties intimes. Je perdis connaissance. Une agression physique de plus relevant d'une infraction de droit commun d'un expatrié sur un employé congolais. Le cas de figure ne restera pas impuni. Plusieurs recommandations ont sanctionné l'atelier de 2 jours organisé à Kinshasa sur le fonctionnement et le financement du guichet unique de création d'entreprises. L'objectif, c'est d'améliorer le climat des affaires en RDC, travaux organisés par le ministère de la Justice. Joseph Oscar Balkaïch.
Les travaux de 2 jours sur le fonctionnement et le financement du guichet unique, présidé à l'ouverture tout comme à la clôture par la ministre d'État, ministre de la Justice Rose Mutombo-Kiese, ont débouché sur des recommandations au sujet de l'amélioration du climat des affaires en RDC et des instruments de protection juridique et judiciaire, non seulement pour les opérateurs économiques, mais aussi les consommateurs. Toutes les recommandations issues de cet atelier seront portées à la connaissance de son Excellence Madame Ramineta, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et qui en fera bon usage pour l'amélioration du climat des affaires, gage du développement de notre pays. Je ne saurais clore mon propos sans remercier tous les experts ici présents pour leurs contributions utiles afin d'assurer un fonctionnement optimal du guichet unique de création d'entreprises. Les assises de Kinshasa ont regroupé les délégués de plusieurs structures qui s'occupent de la promotion des investissements et du climat des affaires en République démocratique du Congo. Afriland First Bank n'est pas tombée en faillite. Cette banque n'est pas non plus nationalisée. Ce sont des fausses rumeurs selon la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malangu Kabedi Mbui. Pour la bonne gouvernance de cette banque, un comité provisoire a été mis sur pied par le comité de stabilité financière d'Alda Chabani. L'une des missions régaliennes de la Banque centrale du Congo consiste à assurer le contrôle de la santé financière des banques commerciales et des autres institutions du système financier. Elle donne ensuite des directives à ces institutions financières pour leur bonne gouvernance. C'est dans cette optique que la BCC, en synergie avec les ministères des Finances réunis en comité de stabilité financière, a décidé de mettre Afriland Bank sous administration provisoire. Madame le gouverneur Malangu Kabedi Mbui explicite cette mesure. Cette mise sous administration provisoire cette année se passe dans un contexte complètement différent de tout ce qui a été fait avant. À la fin de l'année dernière, et en conformité avec la loi organique de la Banque centrale, il a été mis en place une convention entre le ministère des Finances et la Banque centrale pour mettre en place ce qu'on appelle le comité de stabilité financière. C'est-à-dire que quand une banque commence à avoir des difficultés, ce n'est pas la Banque centrale seule qui va s'asseoir et prendre des décisions. La Banque centrale rencontre le ministre des Finances avec des hauts cadres, rend compte et une décision est prise. Et c'est ça qui a été fait dans le cas des Freeland. La Banque centrale a nommé une équipe d'administration provisoire pour qui elle a mis à disposition une ligne de crédit garantie par le Trésor public, 100 milliards. Cela ne veut pas dire que la Banque centrale a mis 100 milliards dans les comptes d'Afriland, mais elle a mis à la disposition en cas de besoin. C'est-à-dire que lorsque la mission d'administration provisoire est arrivée, on a trouvé par exemple que parce que la banque ne pouvait plus le faire, il y a des déposants qui avaient demandé des transferts et ces transferts n'avaient pas pu se faire. Désormais, ça va se faire. Il y en avait peut-être qui voulaient faire de retrait de leur dépôt à Afriland et qui ne pouvaient pas faire. Désormais, ça va se faire. Donc, ce sont des ressources qui sont à la disposition de la banque, qui seront gérées d'une manière très, très suivie, de manière à ce que la banque puisse retrouver un développement normal de ses activités. Ceux qui avaient des transferts bloqués, y compris pour s'acquitter de leurs obligations fiscales, désormais, ça sera fait. Juste après ce journal, vous suivrez en intégralité les explications de la gouverneure de la Banque centrale du Congo sur le dossier Afriland Bank. Les membres du parti lumumbiste de l'Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance du Congo et le mouvement de solidarité pour le changement étaient tour à tour autour du deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara. Ils étaient venus se rendre compte de l'évolution du processus électoral en cours. Tétis Samba et Hervé Mpouti. Commission électorale nationale indépendante en concertation avec différentes délégations des partis politiques. Pour ce faire, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara Linga, a échangé avec une délégation de l'Union nationale des nationalistes conduite par son secrétaire général, Maître Laurent Moukouba. Nous sommes venus partager avec la CENI en ce qui concerne les processus électoraux, la loi électorale, sans oublier la cartographie. Avec la délégation de la dynamique progressiste et révolutionnaire DIPRO, les échanges avec le deuxième vice-président ont tourné autour du processus électoral. Ils nous ont rassurés de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. En réaction,
nous avons formulé nos observations, rassurés de notre accompagnement, en tout cas pour l'atterrissage en douceur. Par la suite, Didi Manaralinga s'est entretenu avec le professeur Willy Makiachi, secrétaire du Parti lumbiste unifié. Les autorités de la CENI ont insisté que nous puissions communiquer et rassurer nos militants, nos bases et toute la population que quoi qu'il en soit, les élections auront lieu dans le délai constitutionnel. Une autre audience accordée par le deuxième vice-président est celle du regroupement politique Alliance des acteurs pour la bonne gouvernance au Congo. Nous avons été très contents de comprendre que dans les grandes opérations qui doivent se réaliser au niveau de la CENI, les processus électoraux, les trois grandes, notamment la cartographie, la révision du fichier électoral ainsi que les élections proprement dites, la première grande étape a été terminée avec satisfaction. C'est que ça nous rassure que réellement il y aura élection. Et enfin, Didi Manaralinga, deuxième vice-président de la CENI, a conféré avec Laurent Batumona, président du mouvement de solidarité pour le changement. Merci. Nous ne pourrons que féliciter l'initiative que vient de prendre la CENI d'aller vers les permanences des partis politiques. Il a promis de prochaines séances de clarification, des séances de pédagogie, des séances d'information, et ça nous permet de pouvoir crédibiliser les élections, surtout qu'il est en train de chercher des élections transparentes. Transparente signifie qu'il y aura moins de contestation. Et nous pensons que nous sommes sur les doigts chaînés. 92% des taux, c'est le taux de la réussite des stagiaires de la deuxième promotion de l'école de guerre à Kinshasa. La clôture de la session a eu lieu au Centre supérieur militaire, une occasion pour le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, représentant personnel du chef de l'État, de demander aux lauréats de hisser haut le drapeau de la RDC avant la remise de brevet en présence de l'ambassadeur de France, Jojo Nzibou et Thierry Nzazi. Il s'est clôturé la deuxième promotion et l'ouverture de la troisième promotion de l'école de guerre de Kinshasa. C'est le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga qui a, au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, présidé cette cérémonie. Il a salué la coopération militaire française pour son appui et son expertise. Chers lauréats, alors que nous célébrons la fin de votre formation, recevez, au nom du président de la République et commandant suprême de nos forces armées, celui du gouvernement et au mien propre, toutes nos félicitations. Et espérons qu'à la formation reçue équivaudra des fonctions où vous serez appelés à donner le meilleur de vous-même. Le chef d'état-major des FARDC, le général Célestin Balamoussance, a rendu un hommage appuyé au commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, le commandant de l'école de guerre de Kinshasa, le général de brigade Godefroy Mouland Nawej, a lui procédé à la proclamation des résultats. Sur les 26 stagiaires inscrits au début de la session, seuls 25 sont arrivés en fin de formation. Parmi ces derniers, 23 ont réussi. Le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, et l'ambassadeur de France en RDC étaient également présents à cette cérémonie. Tous derrière les forces armées de la République démocratique du Congo, et bien la dynamique Guilain Nyembo n'est pas restée de marbre. Elle s'aligne dans la vision du chef de l'État et veut donner du tonus au mental de nos soldats au front. Ce samedi, une grande caravane motorisée a été organisée dans les grandes artères de la ville de Kinshasa avec comme point de chute le Konkokolo pour la remise des vivres aux veuves militaires. Rikin Zuzeloya, Maïwel. Ils sont sur tous les fronts, les FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, pour sécuriser le territoire et garantir la paix. Une mission noble à la fois complexe et pleine de sacrifices qui demande le soutien de tous les Congolais et à tous les niveaux. Faisant sienne cette approche, la dynamique Guilain Nyembo des jeunes, dont l'autorité morale et le directeur des cabinets du chef de l'État s'est déployé ce samedi, 16 juillet 2022, sur les principales artères de la capitale Kinshasa pour soutenir les FARDC. Action à inscrire dans l'accompagnement des actions du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
travers une grande mobilisation, la dynamique Guilé Nyembo, coordination de Kinshasa, dont les membres sont venus de Lukunga, Funa, Tchangou, Moamba en caravane motorisée et marche de soutien au FARDC, ont convergé vers le camp militaire Kokolo avec l'équipe du Bureau national venue de Lubumbashi conduite par le conseiller en charge du social Privato Ilunga et celui de l'implantation et mobilisation Marcel Intita, aux côtés de la nouvelle coordonnatrice de la DGN Kinshasa, Irène Bissimwa Zaina. Au foyer social du camp Kokolo, l'accueil est on ne peut plus chaleureux par les veuves des militaires qui offrent le fruit de leur travail, ces légumes. Le colonel Botiti, chef du département Cercas, prononce le mot de bienvenue, suivi de la coordonnatrice de la DGN Kinshasa. Le clou de la cérémonie, cette remise des vivres composée de plus d'une centaine de sacs de riz, de farine de maïs et de bidons d'huile végétale, fruit de la contribution des membres de la dynamique Guilé Nyembo Kinshasa à la grande satisfaction des bénéficiaires. La date, c'est le 17 juillet et c'est demain dimanche. Le lieu, c'est les stades de Martyrs. L'heure de 11h11 à 15h11. Tous les Quinois sont invités à prendre part à la journée des jeûnes et prières pour soutenir nos vaillants soldats au front, déterminés à mettre les ennemis de la paix en déroute. La journée organisée par la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda, va connaître la participation de plusieurs chefs des confessions religieuses. Angèle Mabiel-Alandou et Elie Tomba. Les représentants des églises s'impliquent dans la prière pour la nation qu'organise l'intercesseuse diaconesse Mamaki Pendano, princesse Adel Kaïnda Maïna, ce dimanche 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11 au stade des Martyrs. Soutien spirituel au FARDC et paix totale dans l'est du pays. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Il est impérieux que la paix règne sur toute l'étendue du territoire national. Ceux qui ont choisi de servir le pays sous le drapeau méritent respect, considération et intention des prières. Notre fille Adèle a une vision pour que nous puissions nous remettre entre les mains du Seigneur afin de prier pour notre pays, les pays que Dieu nous a donnés, dans lesquels nous vivons et dans lesquels nous devions vivre en paix. Nous devons tous ensemble envoyer les fumées saintes devant le Seigneur qui inhale ces saintes narines pour qu'ils réagissent. Donc qu'ils décident en fait pour dire que assez de sang innocent, assez d'instabilité, assez de manque des occasions de décollage économique dans cette nation. Il faut que Dieu parle ces jours-là. Nous comptons sur vous. Bien-aimés, nous avons la joie de vous inviter à cette rencontre de prière pour le bonheur de notre pays. Votre présence est vivement souhaitée pour l'intérêt de notre pays. Les cantiques, les chants et l'adoration vont à coup sûr bouger le trône de Dieu pour que la RDC soit victorieuse. Le rendez-vous est donc noté. Modesto Bahati Lukwebo appelle les Kivusiens à donner un deuxième mandat au président de la République au regard de sa volonté affichée de transformer le pays. Le président du Sénat congolais l'a dit à son arrivée hier à Goma. En outre, il a demandé à la jeunesse de Grand Kivu de s'enrôler massivement dans l'armée avant de prendre la direction de Bukavu, où il est invité aux activités du centenaire de la paroisse Saint-Joseph dans le territoire de Kabari. Regardez. Le président du Sénat congolais, le professeur Modesto Bahati Lukwebo, est arrivé à Goma le vendredi 15 juillet 2022. Il a été accueilli par le gouverneur militaire Constant Ndima et le conseil provincial de sécurité ainsi que les cadres et militants de l'Union sacrée de la nation avec en tête l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés dont il est l'autorité morale.
Après un bain de foule à la sortie de l'aéroport international de Gouma et la marche à pied avec la population sur les grandes artères de la ville volcanique, avant de s'adresser aux foules nombreuses amassées à l'espace de l'hôtel Riviera. Dans son speech, le président de la Chambre haute du Parlement a invité la population à soutenir les FARDC, à la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée pour se prendre en charge face à l'insécurité récurrente dans la partie est du pays. Une situation qui continue à endeuiller la République démocratique du Congo. La MONUSCO ne parvient toujours pas à imposer la paix dans l'est du Congo. Discours qu'il lui a fallu les ovations frénétiques de la population qui demandait le départ de la MONUSCO. Aussi a-t-il rappelé à ses frères et sœurs du Grand Kivu de donner un deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au regard de sa volonté affichée de transformer le pays à tous égards. Munasema waende. Nani anasema wenye anapenda MONUSCO iende atie mikono juu. MONUSCO iende. MONUSCO iende. Ce samedi, le président statutaire de l'AFDC va se rendre à Bukavu où il va encore s'adresser à la population avant de participer aux activités liées au centenaire de la paroisse Saint-Joseph dans le territoire de Kabare. Union sacrée, viva! 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 Victoire! Sans protocole ni audience, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a discuté aujourd'hui avec les fonctionnaires de la province de la Chopo. Les réformes en cours et l'amélioration des conditions salariales étaient au centre des discussions. Nadine Kiloso. Moment très attendu par les agents publics de l'État de la province de la Chopo, les audiences sont rendez-vous face à face. Jean-Pierre Liaou et les agents de toutes les administrations publiques de Kisangani a eu lieu à l'hôtel de ville. Pour que oya zaki na 8000 francs na mois de juillet mikolo izakoya a touché plus de 80 000 francs. Après avoir retracé toutes les réformes actuellement en cours pour le redressement de l'administration publique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, s'est prêté au jeu des questions-réponses qui a permis aux fonctionnaires Boyomé d'exposer leurs désidérata et problèmes rencontrés dans l'accomplissement de leur travail. Cette approche de proximité caractérisée par les échanges directs avec les plus petits des fonctionnaires a redonné espoir aux agents publics de la Chopo. Partisan du dialogue social comme mode de gestion, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est prêté à cet exercice partout où il est passé dans le cadre de l'évaluation du fonctionnement de l'administration publique et les problèmes présentés trouvent successivement de réponses idoines. Claude Nyamugabo, député national et autorité morale du Front pour un Congo nouveau, est arrivé aujourd'hui dans la ville de Bukavu. Des milliers d'habitants ont fait le déplacement au port Emmanuel pour l'accueillir. Regardez. Emmanuel était noir de monde à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du député national élu de Kabare, Dr Claude Nyamugabo Baziboué, autorité morale du parti politique Front pour un Congo nouveau. Dès les premières heures de la matinée, les militants et cadres de cette plateforme politique qui prône la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, arborant les drapeaux verts floqués d'un palmier et d'une houe, des calicots porteurs de plusieurs messages comme pour souhaiter la bienvenue à ce digne fils du Sud Kivu. À 13h, le géant du lac Kivu avec à son bord le député national, le docteur Claude Nyamugabo, pose ses valises. L'autorité morale du FPCN, visiblement requinquée, sort du bateau. Des chocs, poignées de mains sont échangées avant que finalement une procession s'improvise pour témoigner l'indéfectible soutien à celui qu'ils avaient porté sur le dos lors des élections du 30 décembre. Très ému, Claude Nyamugabo a eu des mots justes pour dire merci à ses habitants. Je viens donc comme autorité morale du FPCN en vue de parler de ce parti de l'Union sacrée à ma base, également implanter le parti à travers les 8 territoires et les 4 villes de la province du Sud Kivu. Et je voudrais profiter pour dire merci
à la population. Je suis venu pour écouter la base de toute la province en vue de faire également rapport et rentrer à Kinshasa pour continuer à travailler. Toutes les figures des proue du FPCN et d'autres partis politiques membres de l'Union sacrée ont tenu à rehausser de leur présence, prouvant ainsi la solidité de ces partis politiques, du port Emmanuel jusqu'au rond-point Fer Rouge, en passant par la place mythique de l'indépendance. L'innombrable foule derrière, personne ne pouvait imaginer la taille d'une telle mobilisation. La 40e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes a fermé ses portes dernièrement à Kinshasa pour le ministre des Pétantiques, Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ses travaux. La tenue de ces assises a indubitablement contribué au rayonnement continental et épouse la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire revivre la poste à travers son projet de développement de 145 territoires. Nono Manteko. Capitale africaine de la Poste, Kinshasa a pendant 10 jours servi des cadres aux délégués postiers africains qui ont pris part à la session ordinaire 2022 du Conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes. Une 40e du genre qui a connu des débats houlés sur l'avenir de la poste africaine avec en somme une série de recommandations reprises dans un communiqué final sanctionnant les 10 assises. Les ministres des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Augustin Kibasa Maliba, qui a clôturé ses assises, au nom du Premier ministre Samalou Kondé, a souligné que cette 40e session de l'UPAP est une contribution non négligeable au rayonnement continental et s'intègre également à la vision du chef de l'État sur le développement de la poste congolaise à travers les projets des 145 territoires. Pour Augustin Kibasa Maliba, la tenue de ces forums à Kinshasa impactera positivement les retours de la RDC et la prise en compte de sa voix sur l'échiquier international. La République démocratique du Congo est un vivier de solutions et d'atouts dont il s'agit de savoir tirer les dividendes. Ces atouts ne valent rien si l'intelligence africaine ne s'y penche pas pour fluidifier le commerce. Et je constate avec tous que l'industrie postale est l'un des canaux les plus adaptés en conformité avec les besoins intimes de nos populations. Les travaux de cette 40e session finissante ont permis d'approfondir la réflexion et d'enrichir le débat sur la transformation digitale de la poste africaine, et la population de mon pays attend avec impatience de voir une poste citoyenne, une poste de proximité, une poste à l'image de ses besoins présents et anticipés. Formuler des recommandations est une chose, l'appliquer en est une autre qui nécessite une volonté ferme. Les warriors en charge des postes et télécommunications a en ce sens exhorté ses postiers représentant les 45 pays de l'UPAP à un engagement sans condition à réaliser ces recommandations pour les biens de l'Afrique et l'avenir de la poste continentale. Des avancées significatives ont été constatées ce dernier jour dans le secteur minier de la RDC. Des informations sur l'évolution de ce secteur ont été livrées par la Chambre des mines au cours de sa conférence de presse trimestrielle axée sur les mesures applicables dans la loi sous-traitance. Mireille Ndeke. C'est pour maintenir l'interaction entre le gouvernement et le secteur minier que la Chambre de mines a tenu cette conférence de presse trimestrielle axée sur les mesures d'application de la loi sur la sous-traitance. D'entrée de jeu, la coordinatrice de la Chambre de mines, Bernadette Poundou, a démontré le bien fondé de cet exercice qui devient désormais un espace d'échange de tous les acteurs du secteur minier, de s'informer sur les avancées enregistrées. Le président de la Chambre de mines RDC, Louis Watoum, qui reconnaît les efforts consentis par le gouvernement, fait également appel à la diversification de l'économie pour gagner le pari. Le secteur minier est parfois mal compris, simplement parce que les attentes de toutes les parties prenantes sont souvent très élevées, au point d'être parfois irréalistes. C'est vrai, le secteur minier donne ce qu'il peut donner encore plus, mais je crois qu'on doit déjà apprécier ce qui est fait. Les gouvernements congolais qui tiennent à l'émergence d'une classe moyenne en RDC veillent au strict respect de la dite loi qui donne l'exclusivité de marché aux entreprises congolaises. Conscient de plusieurs irrégularités dont souffre la loi sur la sous-traitance dans son exécution, l'ARESP s'engage à jouer pleinement son rôle. Alain Boussy, le DGA de l'ARESP,
rassure. Nous avons un certain nombre d'OPJ qui sont membres de la direction de l'inspection et contrôle, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons renforcer nos équipes pour faire en sorte que nos contrôles soient très efficaces. Des avancées saluées également par les sous-traitants. Les choses commencent à avancer parce que l'ARSP a organisé un contrôle dernièrement dans les sociétés minières et c'est grâce à ces contrôles-là que les contrats ont commencé à sortir. Il y a lieu de noter que l'industrie minière en RDC contribue à hauteur de plusieurs millions de dollars en termes de taxes et de redevances minières. Devant ce tableau, la FEC, à travers la Chambre de mines, s'engage à jouer un rôle de premier rang, a martelé Louis Watoum. Le Centre national de formation professionnelle de personnes vivant avec handicap Senapi dans la commune de Kasavubu va subir dans les tout prochains jours une cure de jouvence. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Nissambo, était aujourd'hui sur ce site avec quelques entrepreneurs pour les études de faisabilité. C'est un reportage de Betty Amani. Après la promulgation et la publication au journal officiel de la loi organique portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap, l'heure est à la mise en place de mécanismes et de structures pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Nissambo Diatta, met ainsi les batteries en marche pour gagner le pari de l'autonomisation de cette couche sociale. Accompagnée du partenaire de ses succès, la ministre déléguée a visité les installations du Centre de formation professionnelle des personnes vivant avec handicap, Senafi, dans la commune de Kasavubu, pour s'assurer de sa modernisation et de sa viabilisation. Et ce, dans le but de promouvoir et de valoriser les œuvres de création et d'esprit de ce compatriote. Cette structure créée pour former les personnes vivant avec handicap est actuellement en état de délabrement avancé. De l'atelier mécanique à la salle de la céramique, en passant par les salles de la sérigraphie, des coupes-coutures et des vanneries, les constats est amer. Un tableau qui présente la vastuité des équipements, les délabrements de la toiture et les problèmes d'électricité devant faire fonctionner les équipements existants. La ministre a promis la construction d'un centre culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'autres activités pour rendre ces sites viables. Au Kasaï oriental, la SNEL-SA de la ville de Mbuji-Mayi sera complètement assainie avant la construction de 2 lignes moyenne tension de la centrale de Tubi-Tubidji. Le directeur général de la SNEL-SA, Jean-Bosco Kayombo, vient de signer un contrat avec la société Congo Énergie pour la matérialisation justement des travaux d'extension de ce réseau. Yvette Makunti, Maëfiston Wavingana. Les projets d'électrification de la ville de Mbuji-Mayi et ses environs entrent dans une phase décisive. Après la signature du premier contrat avec les premiers prestataires Sogea Sarel qui porte sur la construction des lignes moyenne tension, la centrale de Tubi-Tubidi à la ville de Mbuji-Mayi vient ensuite la deuxième phase avec les prestataires Congo Énergie qui sera à l'œuvre pour repenser les réseaux existants dans cette ville et l'étendre dans les bourgades environnantes. Il s'agit de Congo Énergie qui a signé ce contrat aussi et qui, lui, va s'occuper de la réhabilitation du réseau de distribution existant dans la ville, moderniser le réseau de distribution et étendre ces réseaux-là. Parce qu'en fait, nous faisons en sorte que toute la ville de Mbuji-Mayi soit bouclée et éclairée. Vous savez que la SNEL, c'est l'instrument par excellence pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en ce qui concerne le projet Mwinda. Dans 10 jours, on va nous présenter le plan de comment ils vont travailler. D'ici la fin du mois, on lance les travaux et les amis d'Mbuji-Mayi auront de l'électricité. La Société nationale d'électricité SNEL-SA, en tant qu'outil du gouvernement dans la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les secteurs de l'énergie, a mis toutes les batteries en marche pour la réussite de ces vastes projets. Les 20 piliers prioritaires du chef de l'État, cap vers la matérialisation, c'est l'intitulé du documentaire sur les axes stratégiques du président de la République. Regardez cet extrait.
Je demande donc au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre de projets à impact rapide et visible. En effet, dans les secteurs de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la santé, pour ne citer que cela, la plupart des projets en cours souffrent d'un manque de coordination et d'une faiblesse de pilotage. L'homme sera au centre de toutes vos actions dans les différents domaines de la vie. Amener ensemble les changements promis au peuple congolais au cours de ma campagne électorale. Le respect des droits humains et libertés fondamentales sera assuré. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans toutes les nations du monde, lorsque des choses sont par terre, s'il y a une chose qu'on peut demander sur laquelle il faut travailler pour relever la nation, c'est la justice. La période avant et la période après, il y a une volonté politique réelle de bien faire, mais qu'il faut améliorer. Nous ne connaissons plus cette affaire-là de voir à nos bureaux ici ou bien à l'extérieur, voir les agents de renseignement venir nous épier, ça n'existe plus. Les Congolais aujourd'hui demandent pourquoi le président fait plusieurs sorties. Il n'est pas sorti pour rien en aller simple, non. Donc les enjeux du prochain millénaire séjourneront dans notre pays et nous devons être à la hauteur. À la faveur de toutes ces missions avec son Excellence Monsieur le Président de la République, des portes nous ont été ouvertes parce que nous nous sommes appuyés sur sa caution morale pour que les gens nous disent on peut vous recevoir parce que le Président de la République fait de la question de la promotion des investissements et du climat des affaires parmi les chevaux de bataille les plus importants. C'est seulement dans les mandats de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que les grands gestionnaires sont traqués. Il a donné à la liberté à l'inspection générale des finances d'atteindre ces niveaux-là parce que les antivaleurs étaient vraiment à un niveau inqualifiable. Hier, les jeunes étaient tués par le simple fait qu'ils étaient en conflit avec la loi. Mais aujourd'hui, les jeunes qui étaient en conflit avec la loi aujourd'hui sont transformés en bâtisseurs de la République à travers le service national. Je ne veux plus dans notre pays, et ça c'est le souhait du président de la République, quand il dit qu'il veut que le fonctionnaire puisse retrouver sa dignité d'attente, eh bien, moi je souhaite qu'on ne puisse plus regarder un fonctionnaire comme un simple agent avec un salaire qui va avec, mais plutôt comme une ressource humaine, une valeur ajoutée, un acteur du développement, quelqu'un qui crée de la richesse, mais qui n'est pas une charge pour l'État. Ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Peggy Mukunda. Très bonne suite de programme sur nos antennes et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.